Mais pour donc débuter votre édition, ces images on voulait vous proposer, celles diffusées par la télévision iranienne. Vous allez les apercevoir, celles de cette foule dans les rues de Téhéran et dans plusieurs autres villes du pays. De milliers de personnes rassemblées pour rendre hommage au guide suprême Ali Khamenei qui est donc mort. C'était le cas à Téhéran, je vous le disais, mais aussi donc dans plusieurs autres villes d'Iran. La mort d'Ali Khamenei qui avait été annoncée un peu plus tôt par Donald Trump et qui a donc été confirmé par la télévision d'État iranienne. C'était un petit peu dans la nuit ici en France. Je vous propose d'y revenir en images et on en parlera avec notre invité, notamment avec nous en plateau, et notre ancienne correspondante en Iran, Mariam Pirzadeh. Regardez. Des sanglots dans la voix, le présentateur de la télévision d'État iranienne annonce la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Le grand esprit de la grande nation iranienne et le grand leader de la nation islamique, l'imam Khamenei, a rejoint le royaume suprême en buvant le nectar du martyr pendant le mois sacré du Ramadan. Des images du guide suprême défilent, un bandeau noir barre le coin supérieur gauche de l'écran. Peu de temps après, la télévision montre des Iraniens se recueillant à Mashhad, ville natale du guide suprême et lieu saint de l'islam chiite. Plus tôt dans la soirée, Benyamin Netanyahou avait fait part de signes suggérant qu'Ali Khamenei n'était plus, une annonce qui avait suscité des manifestations de joie à Téhéran ou à Karaj, près de la capitale. Peu de temps après, Donald Trump se montrait encore plus affirmatif et confirmait la mort de l'ayatollah sur son réseau Truth Social. Ce n'est que justice pour les Iraniens, mais aussi pour tous les grands Américains et les gens de nombreux pays à travers le monde qui ont été tués ou mutilés par Khamenei et son gang de voyous assoiffés de sang. Les bombardements lourds et localisés, cependant, vont continuer sans interruption tout au long de la semaine ou aussi longtemps que nécessaire pour accomplir notre objectif de paix à travers le Moyen-Orient et en effet le monde. Le pouvoir judiciaire a également annoncé la mort de Mohammad Pakpour, chef des gardiens de la Révolution, et d'Ali Shamkhani, proche conseiller de Khamenei, deux dignitaires dont l'armée israélienne avait revendiqué l'élimination. La fille, la petite-fille et le gendre du guide suprême ont eux aussi été tués dans les frappes israélo-américaines. La République islamique a décrété 40 jours de deuil national en Iran et promis de mener l'offensive la plus féroce de l'histoire du pays pour venger la mort d'Ali Khamenei. Voilà donc pour ces dernières informations. Laissez-moi vous présenter nos invités qui vont nous aider à y voir un petit peu plus clair. Bonjour notamment à vous, Sébastien Regnault. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur, spécialiste de l'Iran, auteur en particulier d'un livre qui s'appelle « La modernité iranienne ». Merci à vous de prendre quelques minutes pour venir nous voir ce midi sur France 24. En face de vous, notre ancienne correspondante en Iran qui est donc toute dédiée pour nous parler de cette situation. C'est Mariam Pirzadeh. Rebonjour Mariam. Première question avec vous, Sébastien Regnault. On vient de voir justement ces images diffusées par la télévision iranienne de soutien d'une partie de la population au régime. Ça illustre aussi que la population iranienne, et on l'évoquait régulièrement avec Mariam Pirzadeh, n'est pas monolithique, qu'il y a toujours une partie de la population qui soutient la République islamique. Voilà, moi, pour vous donner une idée à vos téléspectateurs, la proportion que je donne souvent, c'est 80-20. 80% de la population qui en a vraiment marre de la République islamique et qui aimerait en changer, et puis 20% de la population qui est plutôt soutien. Alors, des soutiens, il y a des durs là-dedans, et puis des gens qui soutiennent par souci d'indépendance nationale. Mais donc, voilà, c'est pas un monde monolithique, le monde iranien, et donc, toute la question est de savoir, dans les prochaines heures et dans les prochains jours, et dans les prochaines semaines et mois, s'il va y avoir des tensions entre ces deux proportions
proportions, parce qu'il y en a qui ont les armes, c'est les 20% du régime qui soutiennent la République islamique, et puis les 80% de la population qui sont, elles, plutôt hors du régime, mais qui n'ont pas d'armes. Donc, si vous voulez, là, on va rentrer dans une phase très difficile. C'est là où j'allais dire que ce qui s'est passé jusqu'ici, c'était la solution. Enfin, là, on rentre en zone d'incertitude, c'est-à-dire que autant à l'international qu'à l'intérieur du pays, je vous rappelle que quand Saddam Hussein est tombé, on en a eu pour 10 ans de guerre civile. Donc, si vous voulez, les chutes de régime, historiquement, il y a toujours beaucoup plus de morts, beaucoup plus de dégâts après la chute d'un régime qu'avant. Donc, on rentre vraiment dans une zone de turbulence. Alors, bon, le monde iranien, c'est un monde persan, c'est pas le monde arabe. Il dispose à l'intérieur de sa culture politique de moyens d'éviter à ce que ça s'embrase et que ça dégénère trop en tension et en guerre civile. Mais évidemment, là, il y a une radicalisation très forte et un antagonisme très fort à l'intérieur du système qui, enfin, je l'espère, en tout cas, je crois que tout le monde peut l'espérer, ne va pas dégénérer pour la suite. Vous restez avec nous, Sébastien Regnault. Mariam Pirzadeh, je me tourne vers vous. On voulait faire un point avec vous sur ces dignitaires de la République islamique qui ont donc été décapités par ces frappes américano-israéliennes. On évoquait le guide suprême Ali Khamenei, dont la mort a donc été confirmée, mais ça touche d'autres hauts responsables de la République islamique, Mariam. Oui, exactement. En fait, ils étaient menacés déjà depuis plusieurs mois et les taux se resserraient depuis plusieurs jours. Des frappes étaient attendues pour ce week-end ou les jours qui arrivaient, à tel point que chacun avait désigné des successeurs en cas d'attaque israélo-américaine. Donc c'était prévu à l'agenda. Cet agenda, il a été bousculé puisque la CIA et le FBI, et le Mossad, les services de renseignement israéliens, ont appris qu'une grande réunion allait avoir lieu samedi matin en présence du guide suprême Ali Khamenei qui se cachait jusqu'à présent et autour de lui tous les grands dignitaires de la République islamique. Donc ça représente une faille sécuritaire extrêmement importante de la République islamique. Donc cette réunion a eu lieu samedi matin et c'est pour ça que les Israéliens et les Américains ont frappé en plein jour et non pas comme d'habitude durant la nuit pour créer un effet de surprise. Donc ils ont accéléré ces frappes qui étaient de toute façon prévues. Et autour d'Ali Khamenei, on va le voir à l'écran, il y avait donc tous les dirigeants de la République islamique, donc, qui est un régime militaro-religieux. Ali Khamenei qui a donc été éliminé. Également, merci. Voilà, Mariam. Ma vue commence un petit peu à affaiblir. Aziz Nassirzadeh, le ministre de la Défense, a été éliminé également. Et Ali Shamkhani, son cas est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà été frappé, il avait été ciblé par une frappe israélienne lors de la guerre des 12 jours en juin 2025, dans sa chambre à coucher. Donc c'est dire le niveau d'infiltration du Mossad en Iran et le renseignement humain qui permet au Mossad d'avoir des renseignements très importants, très précieux. Ali Shamkhani, qui avait été annoncé mort durant plusieurs jours et qui finalement était réapparu quelques jours plus tard en béquille. Le chef du bureau militaire d'Ali Khamenei est également mort. Il se trouvait avec lui dans cette salle de réunion qui se trouvait en sous-sol. Mohammad Shirazi, lui, il était avec Ali Khamenei quasiment depuis le début, donc depuis 1989, lorsqu'il est devenu guide suprême. À côté d'Ali Khamenei, il y avait les grands dirigeants des 5 branches des gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution, c'est l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine navale, les renseignements et la force Al-Quds, qui donc dirige les opérations extérieures de la République islamique au Moyen-Orient et notamment donne des directives au proxy. On a appris que le chef d'état-major des armées iraniennes également, Artesh, donc l'armée régulière, Abdolrahim Moussavi avait été tué. Ismaël Raoni, son cas est intéressant également. Pourquoi ? Parce que c'est la 3e fois qu'il réchappe à une tentative d'assassinat de la part de l'armée israélienne. La première fois, c'était dans le bunker d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui a été tué par une bombe américaine notamment. Il se trouvait en profondeur, caché dans un sous-sol. Il était parti juste avant la frappe israélienne. Il avait été touché également, visé au mois de juin 2025 lors de la guerre des 12 jours. Il avait échappé à cette tentative d'élimination. Et là, il se trouvait à côté du guide suprême iranien. Il était parti juste avant les frappes de cette réunion, donc 3e fois qu'il échappe
à une tentative d'élimination de la part de l'armée israélienne. Donc ces personnes dont on sait qu'elles étaient autour du guide suprême. Alors, ils n'étaient pas forcément au même endroit tous, mais ils étaient tous réunis, en tout cas dans cette zone géographique de la place Pasteur. Et on a appris tout à l'heure l'élimination également du chef des renseignements de la police, Rolam Rezayan, de la force Faraj, donc, qui a mené à l'arrestation de milliers d'Iraniens il y a un mois, lors des grandes contestations du mois de janvier. Donc on voit aussi que sont visées des personnes qui ont participé au massacre du mois de janvier contre la population iranienne. Sébastien Regnault, je me retourne vers vous. On vient de voir une grande partie de l'organigramme de la République islamique a donc été décapité par ces frappes américano-israéliennes. Pourtant, on l'évoquait aussi également, il semble que la République islamique ait anticipé. On vient de voir ce triumvirat, comme il faut l'appeler, qui se met ainsi en place. Est-ce que la République islamique d'Iran avait anticipé ces frappes ? Ils avaient anticipé toutes les éventualités. C'est comme dans toutes les armées, c'est ce qui se passe régulièrement. Et là, par exemple, par rapport à ce qui se passe notamment sur le volet extérieur, c'est-à-dire des brouillages du canal du Golfe Persique, des frappes sur les bases américaines un petit peu dispersées partout au Proche et Moyen-Orient, en Israël, etc. Tout ça, ils l'avaient déjà même annoncé avant, c'est-à-dire qu'ils avaient dit si il y a des frappes sur l'Iran et si vous en prenez à l'État iranien, l'Iran, voilà les ripostes que vous obtiendrez. Donc, si vous voulez, quand Netanyahou et Trump ont pris cette décision d'éliminer le guide et puis tout l'état-major iranien, ils savaient qu'ils prenaient ces décisions en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'ils savaient en contrepartie qu'il y aura des dommages sur l'ensemble du pays, puisque ça avait été annoncé. Et notamment, on voit les cours du baril de pétrole qui commencent à augmenter sur tout ce qui relève de la sphère économique. Et si cette guerre continue à durer pendant un certain temps, on va vite atteindre un baril à $100. Et là, ça va être tout le monde économique qui va en pâtir. Il y a aussi on voit au Pakistan des manifestations aussi. Alors, il y a les pro-régime. Alors, ce qui est bizarre avec l'Iran, c'est que les pro-régimes sont plutôt à l'extérieur de l'Iran et puis les anti-régimes sont plutôt à l'intérieur de l'Iran. Parce que je vous redonne cette proportion que je vous avais donnée. De 80. C'est-à-dire que voilà, il y a une espèce de prestige iranien dans la région, dans l'ensemble du monde chiite, etc., comme étant le monde chiite, qui est quand même aussi, faut se souligner ça, on le souligne jamais assez, les communautés chiites partout dispersées au Moyen-Orient sont les premières victimes des attentats terroristes du salafisme djihadisme. Là, il y a eu des attentats au Pakistan notamment, en Afghanistan, en Irak, etc. Donc il y a à l'intérieur même du monde musulman une attente à l'égard de l'Iran, et c'est pour ça qu'au Pakistan il y a des manifestations monstres du monde chiite pour exprimer la colère de l'élimination du guide suprême en Iran. Mariam Pirzadeh a pu documenter, elle, avec d'autres journalistes de notre rédaction, la répression sanglante du régime iranien. C'était courant janvier, Mariam, au début du mois de janvier. Est-ce que pour vous, Sébastien Regnault et Mariam, vous pourriez intervenir, ça montre aussi une forme de régime aux abois qui donc accentue sa répression car il se sent menacé, selon vous ? Oui, c'est ça. Et puis, je crois qu'il y a aussi eu pas mal de légèreté de la part de Netanyahou et de Trump lorsque, déjà à l'époque, ils avaient poussé les manifestants en Iran à aller dans la rue. Ils ont envoyé les Iraniens. Je ne dis pas que les manifestations n'étaient pas légitimes, mais en faisant ces appels, vous savez, le problème de l'ingérence, le problème de l'indépendance nationale iranienne, c'est un sujet extrêmement sensible. Moi, j'ai vécu en Iran. C'est un sujet extrêmement sensible pour tous les Iraniens. Donc, dès qu'il y a des tendances d'ingérence depuis l'étranger, ça radicalise le régime, et dans la radicalisation du régime, c'est vrai qu'il y a eu une sauvagerie qui s'est abattue sur les Iraniens qui se sont sentis trahis. Donc là, il va peut-être y avoir justement un alignement de planètes, si vous voulez, de la part de la société iranienne qui attend des instructions de la part des États-Unis et d'Israël pour essayer de faire trouver un moyen de reprendre son destin en main.
Une répression, Mariam, que donc vous avez également pu documenter. Hein. Oui. Alors c'était sur l'ingérence en tout cas de la part des manifestants. À chacune des contestations, ils demandaient de pouvoir se débarrasser eux-mêmes du régime en fait avec des manifestations pacifiques. Là, les choses ont changé en janvier 2026 parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont manifesté à main nue avec des revendications qui étaient légitimes, c'est-à-dire la liberté et la fin de ce régime quand même qui au-delà les opprimés dans leur vie quotidienne, ne parlons même pas du sort des femmes qui sont des citoyennes de seconde zone avec ce régime qui n'ont pas de droits comme les hommes. C'est la situation économique aussi qui les a poussés dans la rue parce qu'ils n'arrivaient pas à manger. Et la réponse a été de tirer dans la foule à coups de Kalachnikov, alors qu'on sait que la fortune de Ali Khamenei est estimée à 90 milliards de dollars. L'argent de l'Iran a été détourné via des sétades, comme on dit en persan, des fondations religieuses. Et aujourd'hui, autour de Ali Khamenei, sa famille Mojtaba, qui a quand même est propriétaire d'environ 100 000 dollars d'actifs dans des bâtiments à Londres. Il y a 10% des gardiens de la révolution qui se partagent le gâteau de la richesse iranienne. Parce que l'Iran, c'est un pays qui est très riche. C'est les 3e réserves de pétrole au monde, c'est les 2e réserves de gaz. Et en fait, Ali Khamenei, il a représenté ce régime corrompu, le fait que cette élite s'est enrichie de manière exponentielle ces dernières années. Et l'argent de Ali Khamenei se trouve sur des comptes en Suisse, se trouve en Amérique du Sud ou encore dans des pays autres comme la Russie. Donc il était devenu un peu l'incarnation de ce régime corrompu. Et donc en fait, quand il donne l'ordre de tirer à la Kalachnikov sur la jeunesse d'Iran, sur ces personnes qui n'ont pas à manger, qui n'arrivent plus à vivre correctement, ils se disent qu'ils ne vont pas y arriver seuls. Et d'ailleurs, donc il y a eu l'effet de sidération quand les Iraniens ont compris l'ampleur de la répression, les milliers de morts, les dizaines de milliers d'arrestations, et passé ces commémorations des 40 jours, ils ont repris les manifestations. Là, cette semaine, il y avait des manifestations à l'intérieur des universités. Frappes, hein. Oui. Et le discours, il avait changé, c'est-à-dire qu'ils attendaient une ingérence de l'étranger. Et c'était la première fois, moi, que j'entendais de la bouche de personnes là-bas qu'il fallait de l'aide étrangère. Notamment une personne avec qui je suis en contact, qui a fait de la prison, qui est journaliste, et qui me disait, mais quand est-ce qu'ils vont attaquer ? Quand est-ce qu'ils vont attaquer ? On n'en peut plus, parce qu'ils savaient pertinemment que seuls, ils n'allaient pas y arriver. Donc cette ingérence étrangère, il y a une évolution de pensée. En tout cas, je parle au sein de la société iranienne. Vous évoquiez justement, Sébastien Reynaud, un petit peu plus tôt ce risque de radicalisation entre les soutiens du régime et cette grande majorité de la population iranienne. Est-ce que l'unité de la nation iranienne peut empêcher qu'on dégénère vers une guerre civile, selon vous ? Alors c'est là où moi j'aurais tendance à dire par expérience que l'Iran n'a pas une tradition de guerre civile. Bon, donc, mais là les antagonismes sont très forts, sont très forts. Il y a des radicalisations partout, autant à l'intérieur du régime qu'à l'extérieur du régime. Donc toute la question sera de savoir dans les prochains jours et semaines, est-ce qu'ils vont trouver un moyen pour éviter que ça dégénère dans toute la société. Car je vous rappelle, il y en a qui ont les armes et d'autres qui n'ont pas les armes. Les autres ont le nombre, c'est ceux qui sont contre le régime, mais ceux qui ont les armes, ce sont ceux du régime. Et il y a des ultras, c'est vraiment des gens, ils se sont battus pendant 8 ans dans la guerre Iran-Irak, il y a eu 1 million de morts, ils ont respiré des armes chimiques, etc. Donc c'est vraiment des gens qui sont capables c'est jusque-boutistes. Alors, je crois que le meilleur avantage que tout le monde pourrait trouver, c'est une espèce de modus vivendi, essayer de s'orienter vers des personnalités qui permettraient d'apaiser les tensions entre l'ensemble du système, mais de transformer le système. Mais c'est parce que c'est clair qu'il y a un ras-le-bol, enfin comme vous disiez, il y a un ras-le-bol généralisé de la société iranienne. Mais bon, voilà, il y a un régime, vous avez vu, le Bachar al-Assad en Syrie, il n'est pas tombé comme ça. Ça a mis beaucoup de temps. Donc là, on rentre, je vous dis, on est là, les phases qui se passent là pour l'instant, j'allais dire, exécuter la tête du régime, c'était presque ce qu'il y avait de plus facile. Là, on va rentrer vraiment dans les grandes difficultés, parce que dans toutes les révolutions, dès qu'il y a des rivalités pour le pouvoir, dès qu'il y a une transformation, là, ça crée un nombre de morts impressionnant. Même à la révolution de 1979, si vous voulez, avant la chute du régime, il y a eu beaucoup moins de morts qu'après. À chaque fois, dans toutes les révolutions, il y a toujours beaucoup plus
plus de morts après une chute de régime qu'avant. Ça, il faut s'en souvenir. Vous restez avec nous, vous évoquez justement ce soutien de la République islamique qui est presque plus fort à l'extérieur de l'Iran qu'à l'intérieur même. On va justement en avoir un exemple au Pakistan, à Karachi, des centaines de personnes ont notamment pris d'assaut le consulat américain pour dénoncer en particulier cette opération américano-israélienne. On va justement retrouver notre correspondante au Pakistan, Ondine de Gaulle. Bonjour Ondine, je le disais, il y a eu 8 morts dans cette manifestation pro-iranienne devant ce consulat américain. Eh bien, on a pu confirmer un certain nombre de blessés et désormais le bilan s'élève à 9 morts parmi les manifestants et 2 policiers blessés ont été emmenés dans un hôpital. Je viens de parler avec un journaliste local qui est sur le terrain à Karachi. Il m'a expliqué que même si la police a réussi à repousser les manifestants loin du consulat américain de Karachi, des affrontements continuent encore à l'heure où l'on parle, à proximité dans le district sud de la ville. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'une foule assez importante et spontanée s'est rassemblée devant le consulat américain plus tôt dans la matinée pour protester contre la mort du guide suprême iranien Khamenei. La manifestation est devenue violente quand certains ont tenté d'entrer dans l'enceinte du consulat. Ils ont même réussi à franchir une première barrière de sécurité. Ça a visiblement surpris les forces de l'ordre locales qui ont réagi et repoussé les manifestants par la force. Ce qu'on comprend pour l'instant, c'est que ces manifestations ne semblent pas avoir été organisées par un groupe ou un parti en particulier. Beaucoup de ces manifestants appartiennent manifestement à la communauté chiite, qui représente environ 20% de la population pakistanaise et qui entretient un lien émotionnel et spirituel fort avec l'Iran et avec son guide suprême décédé. On sait que dans le reste du pays aussi, notamment dans les régions où la population chiite est importante, d'autres manifestations sont en cours, notamment des manifestations massives dans le nord du Pakistan, dans la région du Gilgit-Baltistan, qui est à majorité chiite, à Lahore également, qui est la deuxième ville du pays, où de nombreux chiites vivent. On a pu voir que plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant le consulat des États-Unis. Certains ont tenté d'endommager la grille de sécurité située à plusieurs centaines de mètres du consulat. Comment les autorités pakistanaises réagissent face à ces mobilisations qui se multiplient, Ondine ? Alors oui, dans ces conditions tendues, les autorités sont extrêmement mobilisées pour maintenir l'ordre. On a vu la police recourir à la force, surtout à Karachi, où la police utilise du gaz lacrymogène pour tenter de disperser la foule. Alors qu'on a pu voir des manifestants envoyer des pierres sur les forces de l'ordre, on nous dit aussi que des tirs en l'air ont été entendus, probablement une tactique utilisée par la police pour essayer de faire reculer les manifestants. Et dans certaines zones à majorité chiite, des couvre-feux ont été imposés. C'est le cas en particulier dans le nord du Pakistan, à Skardu, où des milliers de manifestants sont visiblement descendus dans la rue. Des bâtiments gouvernementaux et aussi un bureau régional de l'ONU ont été incendiés, alors que c'est normalement une région habituellement très calme qui accueille beaucoup de touristes en temps normal. Les principales routes de cette région du nord du pays ont été fermées, notamment l'autoroute du Karakorum qui relie le Pakistan à la Chine. Et dans la capitale, à Islamabad, où je me trouve actuellement, une manifestation en réaction à la mort du guide est en cours. On peut d'ailleurs entendre depuis environ 30 minutes de nombreux tirs de munitions en caoutchouc et des sirènes des voitures de police. La Red Zone, donc c'est le quartier des institutions, et toutes les routes qui mènent vers l'ambassade des États-Unis ont été bloquées, barricadées avec des camions mis en travers de la route et la sécurité a été renforcée sur les grands axes de la ville. Merci beaucoup Ondine pour toutes vos explications. Ondine de Gaulle, notre correspondante au Pakistan. Toujours avec nous en plateau, Sébastien Regnault, spécialiste de l'Iran, et notre ancienne correspondante Mariam Pirzadeh, également en Iran. Je voulais évoquer avec vous deux la suite qu'on peut attendre s'il y a notamment un changement de régime. Pourquoi pas, certains l'espèrent. On voit beaucoup le fils de l'ancien Shah d'Iran, Reza Pahlavi, qui a fait des déclarations, qui est très présent. Est-ce que la solution, Monsieur Regnault, je me tourne vers vous, peut venir donc de l'extérieur avec pourquoi pas lui, ou est-ce qu'il faudra trouver une solution interne ? Alors moi je suis assez sceptique. C'est quelqu'un qui parle très bien, c'est quelqu'un qui représente un symbole. C'est vrai que c'est une espèce de symbole d'un retour à un passé glorieux. Mais enfin bon, le fils du Shah, les révolutions n'arrivent pas par hasard, vous savez. Donc il a des contentieux, et puis surtout c'est quelqu'un qui est très seul et qui a du mal à justement organiser une opposition même à l'étranger, alors qu'il y a pourtant parmi tous les Iraniens une espèce de ras-le-bol généralisé. Donc il y a une unité contre le régime, et pourtant il n'arrive pas à créer une force politique autour de ça. Donc et puis c'est quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds depuis plus de 40 ans en Iran. Donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, qui n'a pas la carrure et qui n'a pas le poids pour
pour ce genre de job. En plus, c'est quelqu'un qui est très proche d'Israël, qui vient de frapper l'Iran, des États-Unis, etc. Non, moi je crois plutôt, s'il doit y avoir des émergences de personnes, on les connaît peut-être pas encore, hein, mais ça peut faire partie des gens du sérail. Vous savez, il n'y a pas que des durs à l'intérieur du régime. Une révolution de palais, c'est possible. Voilà, il y a des gens qui sont tout à fait modérés, qui savent très bien que faut trouver un modus vivendi entre les différentes forces politiques et essayer de trouver une voie de sortie pour aider tout le monde à sauver la face. C'est ça le problème. Sinon, les gens vont s'entretuer et se massacrer. C'est ça qui serait dangereux, quoi. Un dernier mot rapidement avec vous, Mariam. Une révolution de palais, c'est une possibilité selon vous ? Là, je pense que toutes les options sont sur la table. La mort de Ali Khamenei ne signifie pas la fin de la République islamique. Hein. Il y a les gardiens de la révolution qui vont s'accrocher au pouvoir, quitte à tuer même leur population et à embarquer l'Iran dans les abîmes et provoquer le chaos pour rester au pouvoir. Maintenant, je pense que quel est l'agenda aussi de Donald Trump et de Benjamin Netanyahu? Est-ce qu'ils veulent aller jusqu'au fameux régime change? Hier, on parlait de Reza Pahlavi, effectivement, qui multiplie les rendez-vous et qui, pour le moment, est le seul nom qui a été scandé en Iran. Tout est possible. Est-ce qu'il a la confiance de Donald Trump pour pouvoir mener cette transition qu'il promet déjà depuis plusieurs mois et qu'il a théorisé dans un plan? Je pense que là, l'Iran et le Moyen-Orient entrent dans une phase d'incertitude où tout est possible d'une minute à l'autre. Merci beaucoup Mariam Pierzadeh, notre ancienne correspondante en Iran. Et merci à vous Sébastien Regnault d'être passé nous voir dans cette édition spéciale, enseignant-chercheur spécialiste de l'Iran. Et je rappelle le titre de votre livre, La modernité iranienne. Merci à vous. Toute petite pause sur France 24, on revient dans quelques minutes. Restez avec nous.